Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Une voix dans l'industrie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet autant fascinant qu'il questionne, la robotique. Mais loin des clichés de la science-fiction, nous allons découvrir comment les robots s'installent concrètement dans nos usines françaises. Pour en parler, je reçois Jade Lemaître, directrice générale de Proxinov. Experte reconnue, entrepreneuse et figure majeure de la tech, Jade accompagne au quotidien la transformation de nos entreprises. Avec elle, nous allons plonger dans les coulisses de l'automatisation, du casse-tête du financement pour les PME jusqu'à l'arrivée de la robotique accessible. Est-ce que le robot est vraiment l'avenir de l'ouvrier français ou un luxe réservé aux géants de l'industrie? C'est ce que nous allons voir avec une invitée qui n'a pas peur de bousculer les codes. Jade, merci d'être venue sur le podcast Une voix dans l'industrie. Merci, Franck, pour cette invitation. Très bien. J'ai fait ton intro déjà, donc les auditeurs auront un visuel approximatif, mais je vais te laisser te présenter. Pourquoi aujourd'hui Jade représente la robotique en France et qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à en être là et avoir choisi justement cette voie, la robotique? Représenter la robotique en France, c'est un lourd poids que tu viens de mettre sur mes épaules, donc merci, Franck. Moi, je suis arrivée par hasard, en robotique. À la base, moi, je voulais faire de la bio et je me suis mal orientée sur le Parcoursup de l'époque. D'accord. J'avais coché, génie mécanique. Donc je suis arrivée au bout de 6 mois à faire du tournage et du fraisage, j'ai adoré et donc j'ai continué dans cette voie-là. J'ai fait de la programmation robot pendant mes études. OK. J'ai encore plus adoré. Donc moi, ça va faire bientôt 20 ans, en fait, que je suis dans le monde de la robotique. J'ai fait plein de choses, j'ai fait de la recherche, j'ai fait du conseil pour l'industrie, j'ai monté ma boîte de robotique mobile, 10 ans trop tôt. D'accord. Quand tu dis boîte Ouais, robotique mobile, c'est ouais, c'était à Lyon, c'était une entreprise qui s'appelait Ease Robotics. d'accord. Je l'ai montée avec un associé qui avait un profil plutôt commercial. OK. Moi, du coup, j'avais le profil plutôt Complémentaire. technique, Ouais, c'est ça. complémentaire. Voilà, j'ai fait, de l'événementiel aussi, sur le salon InnoRobot pendant quelques années. OK. Ça aide. Ouais, Heu, bien sûr. pour, heu, pour connaître le monde, pour se faire un réseau Le réseau, super et important. donc quand tu prends tous ces ingrédients, que tu les secoues très fort, au final, tu obtiens Proxinov. Donc moi, j'ai repris, la direction de Proxinov il y a 4 ans. Proxinov, ça fait 13 ans que ça existe. Voilà et donc moi, mon but, c'est de développer cette belle entité et de faire en sorte que la robotique soit plus connue, mieux connue en France, OK. et à terme, que chaque, entreprise industrielle en France, ait son robot. Très bien. Et Proxinov justement, vu que ça fait à peu près 13 ans, comme tu dis, que ça existe, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Alors Proxinov maintenant, on a 3 grandes casquettes, toujours autour de notre expertise qui est la robotique industrielle. On est le réseau, on est le centre technique et on est le centre de formation. Ces 3 casquettes-là, ça occupe, 18 personnes en ce moment, OK. sur notre site historique de La Roche et sur notre deuxième site du Havre. Donc vous Voilà. avez ouvert Et on a un ouvert il deuxième y a site? 2 ans, ouais, un OK. deuxième site au Havre. On a 3 personnes à l'heure actuelle. Et donc tout le but de tout ce petit monde, c'est vraiment d'œuvrer à, bâtir un réseau le plus, intéressant pour les membres possible, au national sur la France. Avec à la fois des industriels, des, spécialistes de la robotique, des intégrateurs, des organismes de formation et que tout ce petit monde se rencontre, se connaisse et puis se fasse confiance. OK. On fait une bonne grosse trentaine d'événements par an. Mmh. On accompagne en tant que centre technique 15 à 20 industriels par an aussi. D'accord. Quand je dis des industriels, nous on a un focus très PME. OK. De On a 80 de nos adhérents, c'est des PME. toute façon, c'est eux qui doivent, Voilà et le c'est plus surtout eux automatiser, qui ont besoin, bien sûr. même si, parfois on rencontre des grands groupes avec des problématiques de PME aussi, hein. Donc beaucoup de primo-accédants, beaucoup de gens qui, ne pensaient pas que la robotique pouvait vraiment les aider parce qu'ils en avaient des mauvaises conceptions. C'était trop compliqué, c'était trop cher, c'est pas adapté à leur process. Beaucoup de gens qui font, ce que j'appelle de l'artisanat industriel, C'est-à-dire? bah, du travail très manuel en fait. OK. Voilà, Ouais, donc c'est pour eux, c'est que du manuel travail et très on peut pas précis mettre fait la avec les robotique? mains. Exactement. Avec, beaucoup de savoir-faire aussi. Beaucoup de savoir-faire qui est dans la tête des opérateurs et donc quand on veut robotiser, bah, en fait, il y a plein d'étapes sur lesquelles on doit aller les accompagner en amont et aussi c'est pour ça qu'on s'est aussi doté de notre centre de formation, pour pouvoir accompagner en fait de l'opérateur jusqu'au dirigeant, des fondamentaux de la robotique, jusqu'à des choses qui sont plus spécialisées. OK. On est pas mal reconnu en France sur, par exemple, toutes les formations sécurité machine, nouveaux règlements machine. On fait aussi des formations à l'IA,
On fait des formations à la cyber parce que si tu te préoccupes pas maintenant de ton sujet cyber de 2027, il commence à être un peu trop tard. Mhm. Voilà. Donc voilà, on est quelque chose qui est en mouvement parce que Qui les s'adapte au marché, besoins qui c'est s'adapte aux ça, besoins. Parce c'est que les ça, besoins font que d'évoluer, donc aujourd'hui. exactement. Ok, Quand on a été créé il y a 13 ans, en fait, on a été créé par les industriels locaux de la région, donc vendéens, qui, avaient besoin, en fait, d'un outil pour les aider à se robotiser parce qu'eux l'étaient très peu, et donc c'est pour ça qu'on a été créé, en Vendée par ces industriels, aidés par la région et par l'agglomération de La Roche-sur-Yon. d'accord. Voilà, Ok, et je donc on comprends a mieux. gardé notre modèle hybride, où on est toujours aidé par la région et par l'agglomération de La Roche parce qu'on fait beaucoup, d'acculturation et on passe beaucoup de temps, en fait, qui est pas rémunérateur. Et après pour pouvoir grandir et pour pouvoir, apporter toujours plus d'aide à nos adhérents, notamment industriels, ben, on va aller chercher du chiffre d'affaires avec nos adhésions, nos études, nos formations et notre événementiel. Combien de formations à peu près par an tu fais? On forme 250 à 300 personnes par an. Ce qui est énorme. C'est pas mal. Ah, ce qui est très très bien. Ouais, merci. 50 c'est des jeunes. Pour nous, c'est hyper important Bien aussi de sûr. former la prochaine génération et surtout de mettre un maximum de robotique dans des cursus qui ne sont pas robotiques. Parce qu'il faut en fait que tout le monde, entre guillemets, passe par cette case et c'est pour ça qu'on travaille dès le collège. On a des classes de quatrième, de troisième, de seconde qui viennent nous voir, D'accord. et qui passent une après-midi chez nous. Ok, très bien. Donc c'est très localisé parce que faire bouger des classes de quatrième, ça se fait pas comme ça. Bien sûr. Donc c'est très localisé à moins de 20 kilomètres de chez nous, mais néanmoins on augmente chaque Ah, année c'est donc top. D'où ma question, il existe souvent des clichés sur la robotique, notamment la robotique industrielle. Quel est le plus gros cliché qu'on puisse avoir dans ce secteur-là? ah moi celui que j'entends depuis 15 ans, ouais j'en ai 2. Celui que j'entends depuis 15 ans, c'est la robotique ça pique les emplois et mais oui, mais en fait, Ouais, ouais. toi comme moi, on sait que c'est pas Ouais. vrai. Nous on fait des statistiques en fait aussi à chaque fois qu'on accompagne, nos industriels et donc on en a accompagné plus de 200 quand même depuis la création de Proxinov et en fait sur ces 200 il y a jamais eu, en fait, de destruction d'emplois. C'est même plutôt l'inverse. Bien En sûr. fait, il y a du recrutement et il y a un recrutement qui se fait de manière plus attractive et il y a aussi des gens qui, des opérateurs qui deviennent aussi plus experts, Bah, bien sûr, qui ils sont se formés. forment, qui gagnent en compétences et donc qui ont aussi un petit peu une meilleure vie au travail. Donc même c'est carrément l'inverse. Donc ce cliché en fait, à chaque fois qu'un journaliste m'appelle, j'ai la question. C'est bien au bout de 15 ans, on sait quoi répondre quand même. Hem, je peux en avoir un autre de cliché? Bien sûr. Ouais. Le cliché, que j'entends depuis 15 ans, c'est, «Le robot humanoïde, ça va arriver demain, ça va m'aider à plier mes chaussettes, ça va m'apporter une bière sur le canapé», tout ça et en fait, oui, effectivement, la technologie, s'améliore de jour en jour. On a des petits robots humanoïdes, pas plus grands que la table qui commencent à courir des marathons, mais on est encore loin déjà du robot, qui va pouvoir faire des tâches en autonomie Bien quelque sûr. part et dans un Et avec une environnement réflexion et structuré avec dans une une réflexion. usine. Oui et avec une réflexion, pour l'instant, le degré de réflexion, c'est zéro. Courir pour un robot humanoïde, ben, en fait, c'est zéro en termes d'intelligence. Heu, un être humain marcher, courir, ça ne monte même pas jusqu'au cerveau, hein. C'est un réflexe nerveux, hein. Bien sûr. Donc voilà. Hem et en fait, à chaque fois, j'ai envie de dire: «Mais est-ce que vous avez vu votre maison? Est-ce que vous avez vu les chaussettes qui traînent par terre? La taille des poils du tapis du canapé qui est jamais la même des poils du tapis qui est jamais la même d'une pièce à une autre?» et en fait, l'incompréhension d'un environnement complexe pour l'être humain, parce qu'en fait, on vit tous dans nos environnements complexes à nous et on voit pas cette complexité. L'incompréhension du fait que ce soit très complexe pour un robot, ça, c'est le cliché que j'aime bien, battre en brèche. C'est, ben, en fait, les tasses, elles n'ont jamais toutes la même forme et en fait, nous, en tant qu'humains, on a appris que, un truc cylindrique avec, globalement une anse, n'importe quelle forme, n'importe quelle couleur, c'est une tasse et pour notre cerveau qui a été entraîné pour ça, c'est pas compliqué. On voit une fois une tasse, quand on est enfant, on peut être confronté à 50 types de tasses différentes, on sait que c'est une tasse. Mais Mais un robot, non. là tu mets un doigt sur quelque chose qu'on va voir tout à l'heure. Pardon, je vais C'est trop vite. non, mais c'est pas ça, c'est très bien. Mais parce qu'on ne pense pas encore que l'IA va commencer à rentrer en jeu dedans. Parce qu'aujourd'hui, une IA, c'est quoi? C'est un apprentissage, comme tu dis, de forme. Donc, une IA, si tu lui apprends, par exemple, cette tasse-là peut avoir différentes formes, différentes couleurs, différentes choses et il y a une multitude de tasses,
euh, le robot qui aura cette intelligence artificielle va savoir que c'est une tasse et va savoir qu'on la prend dans ce sens-là. C'est là où je me dis que le futur, il va arriver, entre guillemets, la personne qui dit c'est demain, non, Mmh. mais c'est très proche. Alors, ça n'a jamais été aussi proche. C'est ça C'est qui est bien. c'est ça. Ça n'a C'est jamais parce que été en aussi fait, proche. aujourd'hui, les robots, quand tu regardes les robots, comment ils étaient faits jusqu'à aujourd'hui, c'est une tâche répétitive qui Mmh. remplace l'être humain, des tâches en fait qui peuvent même donner des rhumatismes à des personnes. Ça a un nom, c'est, les maladies, TMS. TMS. Mais aujourd'hui, avec l'IA qui est en train d'arriver, heu, les solutions s'adaptent de plus en plus. Heu, Oui et non. Ton IA, elle est pas magique. Ton IA, elle a été entraînée sur exact, quelque chose exactement. et pour l'instant, elle a été entraînée sur des datasets qui ont été faits par des petits humains qui, munis de pinces comme des robots, sont allés, prendre des trucs et puis plier du linge et cetera et pour l'instant, on est très, très loin d'avoir des données, heu, Oui, mais ça se paramètre. aussi Si non, tu prends en fait, c'est pas juste une question de paramétrage, c'est une question de manière de penser et d'acquisition. Le cerveau humain, à partir du moment où tu nais, il ne fait que ça, faire de l'acquisition. Et en fait, la manière dont le cerveau est architecturé permet aussi de, cette plasticité face à l'inconnu. C'est-à-dire qu'effectivement, tu montres une tasse, tu peux en montrer 50 à côté, on saura que c'est une tasse. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la manière de transférer ça à un robot. C'est ce côté, ce développement de l'intelligence. Tu vois, tu montres à un enfant un chat, qu'importe la taille, la forme, la longueur du poil, la couleur des yeux, la couleur de la truffe, s'il est gentil ou méchant, ton enfant ensuite, il saura toujours à quoi ressemble un chat. oui, oui, je suis d'accord. Voilà, mais et en fait, c'est pas juste une question d'acquisition de données qui aura, le modèle qui aura le plus de données sera gagnant et cetera, pas forcément. C'est, la plasticité et la capacité d'apprendre à partir de pas grand-chose de notre cerveau, pour l'instant n'a aucun égal dans Bien le sûr, modèle mais actuel c'est quelque chose qu'il faut qu'on pousse, ouais. qui oui, oui, non, mais bien sûr. Je dis pas qu'il Ouais, faut qu'on ouais, pousse, mais par contre, il faut être conscient aussi de la technique, de la manière dont c'est fait et des limites qu'elle apporte. bien sûr. Là, actuellement, on fait la course à qui aura la plus grosse des plus gros modèles et qui aura, le plus d'entraînements qui sont faits par des Indiens, payés, 2 $ par jour pour pouvoir, plier leur linge avec des pinces de robot. Hem, et il y a d'autres manières de faire. Il y a d'autres gens qui sont en train par exemple, Yann Lequin qui a créé sa boîte aussi pour faire de l'apprentissage développemental. Il y a d'autres gens qui explorent d'autres voies, mais pour l'instant, on est très, très loin de notre capacité d'apprentissage du Non, cerveau mais ça, c'est clair. et donc la complexité d'un environnement dans lequel un humain vit, est, bien plus poussée que la complexité d'une usine et déjà la complexité d'une usine est difficile à appréhender pour un Ah robot. ouais, oui, ça, c'est clair. On en parlera aussi après, ce sera un autre sujet, tu verras. Je vais vouloir Pardon, non, j'ai non, mais c'est beaucoup très bien, dévié. mais je vais vouloir, à chaque fois, rebondir sur le sujet. Mais moi, je prends, un exemple que j'ai actuellement, où je me dis: «On avance quand même assez rapidement et l'IA aide». J'ai une application aujourd'hui avec un client où 5 ans avant, c'était assez compliqué de la réaliser, mais aujourd'hui avec des caméras, liées avec l'IA, on est capable de dire sur un nombre de pièces qui arrivent, je prends un exemple très basique, un triangle et un rond, un triangle rouge, un triangle vert, un rond rouge, un rond vert. Je ne veux prendre que les triangles, par exemple, verts. Mmh mh. S'il y a pas l'IA derrière et qui utilise la vision, l'IA ou quoi, le robot peut pas les piquer. Et là, aujourd'hui, on arrive à prendre ces pièces-là parce qu'on a intégré l'intelligence artificielle juste dans ce programme-là. Donc Mmh, c'est ça mmh que je mh. dis, c'est qu'aujourd'hui, plus on va utiliser Oui, bien l'IA, sûr. plus on va utiliser, on va dire, ce modèle-là et d'apprentissage, parce que l'IA, c'est que de l'apprentissage. C'est pour ça que je dis c'est pas demain, mais il va arriver à un moment donné où, on va y arriver, si on prend les dark factories, c'est pour ça que j'en parlerai après. Aujourd'hui, il y a des usines où c'est noir complet et il y a plein de robots et ils font les tâches manuelles Mmh et ils mh. sont programmés parce qu'ils ont été doués d'intelligence artificielle. Ouais et mais aussi parce que pour ces usines-là, les produits qui sont manufacturés l'ont été en pensant à l'automatisation C'est ça. et c'est ça aussi qui change énormément par rapport à des usines qu'on peut Oui, voir en Europe. exact. Les usines en Europe, elles sont faites pour des produits, Manuel, assemblés par des humains. c'est ça. Voilà et assemblés par un humain et assemblés par un robot, bah, c'est pas du tout la même manière d'appréhender ton design produit. Exact. Mais c'est vrai.
On va arriver sur la robotique, les PME, le défi du financement. Ça, c'est quelque chose, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant pour ceux qui vont nous écouter ou nous regarder. On pense souvent que la robotique est réservée aux grands groupes. Ça, c'est vraiment le cliché que l'on a. Moi, j'entends, non, j'ai pas 100 000 euros à mettre sur un robot. Mais qu'est-ce qu'une petite PME peut vraiment robotiser aujourd'hui? Eh bien déjà, c'est une bonne question de se poser la question. Enfin, c'est une bonne chose de se poser la question. Hem, Beaucoup de tâches qui sont actuellement à faible valeur ajoutée peuvent être robotisées assez simplement. On a de la chance, on a des robots qui sont performants, dont les prix chutent par rapport à ce qu'on pouvait, voir il y a 10 ou 15 ans. Avec ces robots, on a de plus en plus, en fait, de solutions très plug and play sur de la vision, sur l'appréhension. L'appréhension, c'est un gros mot, hein, les pinces. Les pinces et les ventouses et les voilà, les effecteurs qu'on met au bout d'un robot. On va avoir des interfaces aussi de programmation ou de reprogrammation de plus en plus, ergonomiques, simples, avec des fonctions qui sont préfaites. Hem, Typiquement, la palettisation, ça reste le numéro un de la robotique en France, en ce moment, de la robotique entre guillemets «abordable». Hem Et en fait, c'est déjà plutôt une bonne chose. Moi, je ne compte plus le nombre de visites de sites que je fais, même depuis juste, janvier, hein, depuis quelques mois, où la palettisation est encore 100 manuelle. Et on se dit: «On est en 2026». On sait à quel point palettiser, c'est quelque chose qui est demandeur pour le corps humain, donc troubles musculo-squelettiques, à fond, quoi. À un moment donné, on peut aussi se poser la question, mon opérateur que j'ai déjà eu du mal à recruter, est-ce que je vais continuer à lui abîmer le dos, les épaules, les coudes et les mains, à palettiser Où des est-ce que je peux caisses? lui améliorer sa journée? Exactement, ou est-ce que je peux le mettre sur une autre tâche? Où là, moi, j'ai toujours réussi à recruter personne, donc je vais pouvoir le former, pendant qu'un robot va aller palettiser. Et en fait, maintenant, on peut faire de la palettisation avec du multicolis, du multicouche, de la flexibilité, enfin c'est Et en termes de on a coût, parce que tu as parlé ouais. de prix, Mmh. pour ceux qui nous écoutent, combien à peu près pour palettiser, Bah, en fait, ça dépend vraiment des cas d'usage. Tu vois, nous, on a accompagné l'année dernière une boîte, qui devait palettiser 13 fins de ligne différentes. OK. Voilà, sur des colis qui étaient un peu lourds. Mmh. Et donc effectivement, là, il y a une histoire de coût, mais il y a surtout une histoire de ROI. Et en fait, nous, quand on va aller accompagner les industriels, on s'attache moins au coût que au ROI. Parce que tu peux avoir effectivement des solutions qui sont un peu chères, qui vont dépasser le 100 000 €, Mmh. mais si c'est amorti en moins d'un an, C'est ça. en fait, c'est pas tant le coût qui était Non, important. c'est le ROI. C'est ça. Et donc oui, effectivement, tu vas avoir des solutions qui sont de plus en plus low cost, où tu peux avoir des palettiseurs complets, à, 20 ou 25 000 € maintenant. Hem, mais la question, c'est est-ce que ça va résoudre ton besoin? Et est-ce que si ça ne résout pas 100 ton besoin, le ROI de toute façon va pas être bon. Donc même si c'est 25 000 €, c'est pas très intéressant pour toi. D'où l'intérêt de faire ce calcul de ROI et de se dire: «Voilà, qu'est-ce que je dois robotiser? Qu'est-ce que ça m'enlève comme charge de coût? Combien ça me coûte? À quelle cadence? Et est-ce que ça me permet peut-être de faire plus que ce qui était prévu?» Donc en fait, tout ça, il faut le rendre en compte, il faut le prendre en compte dans cette, moulinette à ROI que nous, on a en interne. Heu, on accompagne des industriels qui, doivent avoir des ROI à moins de 2 ans, en général, parce que c'est des PME. Mmh. Et donc tout de suite, ça tire, en fait, les coûts vers le bas. Bien sûr. Donc ce qui est important, c'est de se dire que globalement, à l'heure actuelle, on a toujours des solutions satisfaisantes pour des opérations assez simples avec un bon ROI. OK, Voilà, c'est abordable, en fait. d'accord. Et c'est encore plus abordable qu'il y a aussi des aides. C'est ce que Et j'allais venir. Voilà, c'est la question. spécifiquement quand on est une PME, en fait, il y a des aides. En général, c'est plutôt des aides qui sont locales ou régionales, qui vont en fait, permettre d'aller, faire les premiers pas, donc se faire accompagner par des entités comme Proxinov, quand on est sur les régions en fait, Pays de la Loire, Normandie, ou par d'autres entités comme nous quand on est sur d'autres régions. Et ensuite avoir soit continuer sur des aides, soit sur des prêts aussi à taux extrêmement bonifiés. OK, Heu et oui. Et en ce moment, quand on voit, la tension, bancaire, c'est intéressant d'entrer dans ces mécanismes-là d'accord. et qui vont permettre, d'aller gagner, du temps, de l'argent, et OK. cetera. Donc pour donner un exemple, je suis une société, je suis on va dire, allez, je suis une charcuterie, enfin, un grosse charcuterie, couper de la viande, manuellement. On peut automatiser ça. Par exemple, je suis un patron de cette société-là, je peux avoir des aides.
Ouais, Comment tout on à fait fait. pour avoir ces aides-là? Est-ce qu'il y a des démarches spécifiques? Hein, hein. Mais c'est ça, moi, c'est pour ceux qui Ouais, m'écoutent, peut-être qu'ils vont dire: «Ah tiens, mais je peux peut-être utiliser ça». Parce que, bien sûr. allez, je pense 80 des personnes ne savent pas qu'on peut avoir des aides. Mmh. Bah, alors frappez à notre porte, parce qu'en fait, nous, on maintient, la liste des aides à la robotisation, à jour sur l'ensemble du territoire français. Donc ça, c'est une veille active qu'on fait, pour, tous nos adhérents, parce qu'en fait, on a des adhérents partout en France, donc ça, c'est important. Si vous voulez pas frapper à notre porte, c'est pas grave, mais en général, il y a des développeurs économiques, de chaque région, qui peuvent ensuite aller vous orienter vers des dispositifs. OK. Voilà, Donc si qu'ils aident, au financement. exactement, Après, il qui peut y aident au avoir des taux financement. préférentiels, des Tout choses à comme ça, fait. ou OK, Voilà, en général, c'est un doux mélange entre subventions, avances remboursables et puis un peu de prêt. OK, Voilà, et plus le projet est ambitieux, plus, la part du prêt va être importante. d'accord. OK, super. Hem, la France sur l'échiquier mondial, gros sujet. On en a un petit peu échangé tout à l'heure. Le retard français versus l'Europe. Heu, moi, j'avais participé à une réunion avec toi il y a facilement 2 ans, Ouais. là où il y avait tous les intervenants de robotique. Ah oui, c'était notre table ronde à Full Robotics. C'est ça. C'était l'année dernière? C'est l'année Ouais, dernière, c'était ouais, l'année dernière. et j'avais vu les courbes, de chaque pays et la France, tout petit. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça fait 50 ans qu'on n'aime pas notre industrie, donc c'est pas une surprise. En fait, on n'a plus de politique industrielle ambitieuse, on s'occupe majoritairement des grands groupes et pas des PME, et les PME, c'est plus de 80 de C'est le notre nerf de la guerre. industrie. Tout à fait, on les a pas faites grandir du coup, vu qu'on s'en occupe pas et qu'on n'a pas de stratégie industrielle. Ces PME-là, les patrons sont vieillissants et ont du mal à transmettre. Donc en fait, c'est un multifactoriel qui fait que, la robotisation va être compliquée. Parce que robotiser, c'est, une étape importante et complexe dans la vie d'une entreprise, et on peut pas robotiser sereinement si, l'atelier est en bordel, si, tous les modes opérateurs et la qualité, c'est dans la tête de, Jean-Luc qui est là depuis 50 ans et qui part en retraite dans 3 ans. Ouais, qu'il y a plus En du tout de fait, vision. s'il y a pas de vision, s'il y a aucun ingrédient qui fait que tu as un peu processé ta société et cetera, beh, effectivement robotiser, ça va être difficile. Donc c'est aussi pour ça que nous, on aide à franchir les différents paliers d'étapes. Mais globalement, aller robotiser une industrie qui, heu, entre guillemets, est ballottée au fil des politiques industrielles parce qu'on a un nouveau ministre de l'Industrie tous les 6 mois. Bon, c'est bien là, l'actuel, ça fait 1 an qu'il est là, je crois, donc c'est bien. Hem, c'est pas évident. En fait, toutes les pays en Europe qui ont une bonne robotisation, c'est parce qu'ils ont eu une politique industrielle un peu constante et ambitieuse depuis, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et donc si tu n'as pas cette politique industrielle, si, tu laisses, tes «industriels» entre guillemets, balloter au gré, du vent et de, qui souffle le plus fort d'un côté ou de l'autre, ils vont pas aller faire d'investissement sereinement. Et encore plus, nous on a dit, enfin nos dirigeants ont dit, «La France sera, un pays du tertiaire. C'est trop bien le tertiaire. Mmh. Allez produire en Chine, là où la main-d'œuvre est pas Ça, chère». c'était, je pense, Voilà, l'erreur, et beh, incroyable. c'est une erreur d en fait, je ne comprends même pas comment, à un moment donné, nos dirigeants ont pu se dire: «C'est une bonne idée. Allons mettre tout notre outil industriel dans des mains étrangères». Hem, Ils ont pris notre expérience, ils ont ils ont pris pris notre notre ex savoir. exactement, notre expertise, ils ont pris notre ambition, Mmh. et maintenant on en paye le On rame. prix, en Mmh. fait, c'est ça. Il y a une stat, je me rappelle, enfin, moi, je me rappelle plus trop, mais toi, peut-être que tu la connais, c'est le nombre de robots par habitant. Il y avait cette stat, où on est, Par, non, c'est le taux de robotisation, c'est le nombre de robots par 10 000, ouais, voilà, par 10 000. heu c'est par 10 000 employés dans l'industrie. Voilà, tu peux nous le Voilà. redire? Tu parce qu'il De y a l'Allemagne, l'Italie, quand même, qui sont Ouais, quand même bien devant nous, de là. mémoire, je crois que nous, on est à la moitié de l'Allemagne. Je crois qu'on est à 400 sur 10 000, je crois. 400 sur 10 000. Ouais, je crois, hein, je suis plus sûre. J'ai Mais pas suffisamment de café dans les veines ouais, ce ouais, matin, mais cette stat, moi, mais ouais, m'avait fait mal. Ça veut ouais. dire que Ah on ouais, est ouais, vraiment, vraiment, vraiment à l'arrière, du c'est ça, wagon. et même les grands groupes que nous avons, en fait, c'est des grands groupes dans des domaines qui sont, assez peu robotisés, robotisables. En dehors de l'automobile, nous, on a, beaucoup de capacités de production, dans, l'aéronautique, dans le ferroviaire, dans le naval, et en fait, c'est des industries qui sont, majoritairement manuelles. Parce qu'on est sur du très, très grand volume, parce qu'on est sur, de la pièce unique. Il y a pas un seul avion qui va ressembler à Bien l'avion sûr. du copain.
Et donc pendant très longtemps, ça a été pas robotisable. Maintenant, enfin, parce qu'on a, des, robots, plus flexibles, plus abordables, plus facilement reprogrammables, parce qu'on a des solutions d'IA qui sont performantes, parce qu'on a des solutions du coup, du hardware de vision aussi qui est performant. Parce qu'on a toute cette conjonction de, l'industrie 4.0 a enfin ouvert la porte chez nous, et toutes les avancées qu'on a dans nos smartphones et dans notre poche arrivent dans l'industrie, c'est trop bien. On arrive enfin à les robotiser des opérations dans ces domaines-là, Ah oui. qui sont prédominants en France, et qui ne l'étaient pas. Sur du soudage, du ponçage, les bavurages, de l'assemblage, du contrôle non destructif. On a enfin ces solutions-là, mais pendant très longtemps, c'était un rêve inatteignable, en fait. Oui, bien sûr. Donc ça explique aussi beaucoup de choses. Mais il y a même, tu vois, moi, j'ai une écoute très active. C'est-à-dire que même en clientèle, j'ai une écoute très active, mais on utilise des expressions où même je me dis en Europe, et rien contre ce que tu viens de dire, mais je vais te dire pourquoi. Tu parles d'industrie 4.0, Oui. tu vois? Mais quand Parce que non moi, mais j'ai fait tout mon début de oui, carrière en mais Allemagne. ce que je veux te dire, c'est que moi, aujourd'hui, je développe beaucoup le Maroc et là-bas, il y a une grosse société qui s'appelle OCP, qui est un mastodon, ça parle d'industrie 5.0. Mmh. En Chine, ça parle d'industrie 5.0. Mmh. En Allemagne, ça commence à parler depuis pas mal 5.0. Puis en France, tu parles avec n'importe qui, on reste sur du 4.0. 5.0, c'est juste parce qu'on intègre l'IA dedans. Oui. Et tout est Ah! orienté dans le 5.0 parce que chaque chose qui va être faite, il doit y avoir de l'IA. Et la Chine, par exemple, ils ont intégré l'IA dès la scolarité petite enfance. Pour te dire, la vision qu'ils ont, c'est Ouais. qu'ils savent très bien qu'il va falloir l'IA. Donc l'industrie 5.0, je pense qu'en France, il faut qu'on la pousse plus. Il faut que même, je Mmh. pense qu'on arrête de parler d'industrie 4.0 parce que ça y est, c'est de Oui. l'acquis depuis longtemps. On est dedans. Et on doit mettre l'industrie 5.0 devant. Et comment l'utiliser et comment y être. Parce que je pense que c'est vraiment ça aussi. Moi, je trouve notre problématique en France, c'est qu'on est des suiveurs. Mmh. On n'est pas les précurseurs. Et avant, on était les précurseurs. Notre industrie, on était reconnu pour être précurseurs. On avait l'intelligence, on avait la production, tout ça. Et on s'est laissé dépasser par d'autres pays qui ont maintenant une envie folle d'être sur l'échiquier mondial. Et on a des pays, et là, je fais la transition avec le tsunami chinois. Je vois Est-ce ça. que je peux rebondir sur les 5.0 Bien sûr, avant? bien sûr. Alors du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, les dernières personnes enfin, à chaque fois que j'ai entendu parler d'industrie 5.0 en France, c'était pour dire: «On met l'humain au centre». Je fais: «Non, mais en fait, l'humain, il doit être au centre, il y a pas besoin de s'appeler Bien 5.0 pour sûr. dire qu'on met l'humain au centre». Donc c'est pour ça que je l'utilise pas parce qu'en fait, à chaque fois qu'on m'en parle, c'est 4.0 plus humain. Non, mais d'où le 4.0 devait enlever l'humain, en fait. Déjà, mauvaise Ben ouais, ça réflexion. veut dire que les gens, ils n'ont pas compris ce que c'est un C'est ça, 4.0 et une industrie c'est ça. 4.0. Et puis sur effectivement, on doit passer au 5.0, je suis d'accord avec toi, mais il y a déjà tellement peu de pénétration du 4.0 en France que Oui, mais je veux dire déjà, que ouais, je suis d'accord avec toi, il mais faut le si mettre. on reste sur le 4.0, Mmh mh. t'imagines que juste 12 mois de Ouais. retard, déjà, c'est très très pénalisant. Mmh mh. Si on attend 5 ans pour parler de 5.0, Ouais, les autres, ils vont c'est être vrai. à 6.0, ça va être quoi le le futur? Tu Le vois? quantique! Qu'est-ce qui va être derrière l'IA? Ouais. Tu il y a Mmh. des choses qui vont avancer, donc je pense qu'il faut quand même suivre le train, même si on est un peu retardataire sur le 4.0, je pense qu'il faut s'adapter, au 5.0 et comment le faire? Et je pense que c'est tout le monde doit jouer dans cette C'est ère-là. ça. Mais oui, le tsunami chinois, ça c'est la question, C'est le la question brûlante, c'est ça. du moment. Moi, je voulais avoir, ton avis parce qu'aujourd'hui, on voit l'émergence des constructeurs chinois qui proposent des robots à des prix imbattables. J'en fais l'expérience parce qu'aujourd'hui, on en parlera après, mais on a une plateforme qui s'appelle RBTX. Mmh. On propose tous les robots, KUKA, Fanuc, je vais sortir tout le monde parce que j'ai pas le droit de sortir, donc tout le monde. ABB, ABB, voilà, tous les grands noms. Maintenant, il y a Yaskawa. Yaskawa aussi, il y a Kawasaki, il y en a plein de robots. Maintenant, il y a des petites marques qui sortent de terre, qui ont une qualité, à défendre ou pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, aujourd'hui, de ce qui se passe avec ces marchés-là? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça peut apporter un plus? Est-ce qu'on peut s'en servir? C'est les questions que j'aimerais voir avec toi, qui connaît un peu le marché de l'industrie robotique, et comment tu vois la chose du tsunami chinois qui arrive? J'ai 12 réponses là. Il y a 3 questions, il y a 12 Vas-y, réponses. vas-y. Hem, alors déjà, nous en tant que Proxinol, Heu, pour l'instant, la posture est pas très simple. Pourquoi?
Parce que dans notre réseau, on a des industriels, on a des intégrateurs et on a des roboticiens, on a tous ceux que tu as Ouais, ouais, cités, ouais, tous les dans ils sont chez nous. Mmh. Et donc en fait, sur ces 3 typologies-là, il y a 2 réactions par typologie. C'est-à-dire qu'on a des industriels qui sont, fervents défenseurs du made in France et cetera, et puis tu en as d'autres qui sont fervents défenseurs du made in France, mais qui se disent aussi qu'ils doivent vivre dans leur temps, et le temps actuellement est géopolitiquement très complexe. Ils sont tous cahutés et donc ils doivent faire des économies, et donc tous les leviers sont bons pour faire des économies, et si des leviers sur des robots moins chers leur permettent de maintenir une production en France, c'est bien. Bien sûr. Donc déjà, j'ai ces 2 réactions pour les industriels, Après, tu as et les après j'ai les roboticiens. intégrateurs. Les intégrateurs. Et après, j'ai les intégrateurs où tu en as certains qui disent: «Ouais, on s'est fait piquer des marchés par, des intégrateurs chinois avec des robots chinois, c'est de la merde», enfin, ils y vont de Ouais, bien manière sûr. un peu forte, et ils ont raison parce que, ben, effectivement, la concurrence peut être déloyale. J'en ai même un qui s'est fait, piquer un marché par, un intégrateur chinois avec un robot chinois, alors qu'il s'est aligné sur le prix. Et où le Ah ouais, client a dit, là, c'est violent. «Moi, en fait, comme je t'ai déjà passé une commande cette année, tu vois, je mets pas tous mes œufs dans le même panier. Je Mmh. passe aussi la commande aux Chinois Pour tester. pour tester». Mmh. Et là, tu fais: Ah ouais, ça fait mal. Ouais, Ah ouais, ça ç fait mal. ça, c'est pas cool parce qu'il a fait des gros efforts. Il s'est dit: «OK, je parie sur le futur et tout», voilà. Et puis tu en as d'autres aussi, des intégrateurs. Intégrateurs, chez nous, c'est beaucoup des petits et des moyens, qui sont très cahutés parce qu'ils dépendaient beaucoup de l'automobile qui est comme ça. Donc eux, ce qu'ils se disent, c'est: «Ce robot ce robot chinois qui vaut un tiers de prix de l'ancien robot, ça me permet de faire un cadeau à mon client. Ça me permet de baisser le prix et j'ai pas besoin de rogner ma marge. Donc ça me permet d'aller réactiver des affaires et de les gagner, alors que potentiellement je les avais perdues. Donc ça leur permet de rester en vie». Donc c'est 2 réactions Ouais, bien sûr, sur bien sûr, les bien sûr. sur les intégrateurs. Et en fait, c'est vraiment quelque chose de très complexe comme question. Et après, il y a les constructeurs. Ouais. Et donc tu as Et certains puis là, tu es en lien et constructeurs, puis là, mais c'est ouais, ouais. ouais. Là, déjà, en fait, sur le paysage des constructeurs, c'était une foire d'empoigne un peu, avec, des leaders mondiaux, des challengers, des gens qui font produire uniquement en Europe, d'autres qui font produire en Chine et qui, rapatrient ensuite en Europe pour pouvoir, faire un petit peu d'intégration. Le paysage déjà des constructeurs, sans les robots chinois, était un paysage qui était, je trouve, multifaceté. Et là arrivent les constructeurs chinois qui font plus de mal à certains qu'à d'autres. Ouais. Ouais, Déjà, bien sûr. parce qu'ils vont aller directement se battre sur le prix, et Ouais. cetera. Et donc là, pareil, globalement, ils sont tous contre, mais certains sont contents parce que, leur concurrent, en fait, a plus perdu qu'eux. Et donc ils ont réussi à gagner des parts de marché. Bien sûr. Donc là aussi, c'est multifaceté. Et ensuite vient, nous, Proxinov, avec le centre technique, où on se dit que dans cet océan est qui est plus un océan rouge, là, il est un océan, il est bordeaux, tu vois? Le sang, il Il a coulé. le sang a coulé, Le quoi. sang, il a déjà coulé. Dans cet océan-là, il faut qu'on arrive avec des vrais arguments, pas juste des arguments de, «C'est un tiers du prix, donc il faut y aller». Donc on a notre posture, nous, de centre technique, et nous, notre but, c'est de pouvoir, heu, donner un avis qui soit circonstancié, qui soit sourcé et qui soit technique. Dire: «OK, Et qui oui», soit orienté et client. qui soit orienté client. Donc OK, bah, peut-être que pour certains industriels où il y a pas de coactivité, c'est pas grave d'aller prendre un robot collaboratif chinois qui sera moins bon sur la sécurité qu'un autre, mais parce qu'on sait très bien qu'il sera derrière des barrières. Voilà. Ouais. Et pour d'autres où il y a une Il y a coactivité application et très forte, application. tout Ouais. à fait. Pour d'autres où il y a une coactivité très forte, et ben, du coup, on va les préconiser, ceux où qui ont passé tous les tests de sécurité chez nous. Et donc nous, notre but, et on l'a mis dans notre stratégie, 2030, c'est de pouvoir sortir un benchmark de l'ensemble des robots du marché, pas juste des robots chinois, sur tous les aspects de sécurité, de cybersécurité, maintenabilité, durabilité dans le temps, et cetera, pour qu'ensuite, nos industriels, ils puissent faire leur choix éclairé et que ce soit pas juste un choix de prix. Voilà. Parce qu'effectivement, ouais, pour beaucoup, le prix est un vrai facteur. Mais le prix est un facteur à côté de la sécurité, à côté de la maintenabilité. C'est comme, au début de la robotique collaborative, on savait très bien que les tout premiers robots collaboratifs, tu en achetais un et tu en achetais 2 autres, hein, pour Ouais, les spare parts. ouais. Voilà, Ouais, c'est vrai. voilà. Et donc
Et donc certains y sont allés et donc c'est ce qui fait aussi que la robotique collaborative a pris au début. Et donc ça a fait une vraie révolution ensuite pour l'ensemble de la robotique. Là, cette vague de robots chinois qui arrive, ça va nous faire aussi une vraie révolution. Parce qu'il y a certains produits sont de qualité. Parce que certains produits sont aussi pensés pour le marché européen et donc pour les contraintes, les normes, etc. Et donc, ça va révolutionner beaucoup de choses. On en est juste au début. Et donc, nous, on doit trouver aussi notre posture d'équilibre là-dessus. Très bien. Voilà. Bien complet, la réponse parfaite. On va faire cette petite transition. Donc, justement, face à ces géants, on a tendance en France à vouloir les robots ultra complexes et des choses comme ça. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt prôner la robotique la plus simple et la moins chère pour rester, on va dire, compétitif sur l'échiquier mondial? Nous, c'est vraiment la réflexion qu'on a chez nous. Et donc, nous, on appelle ça LCA, Low Cost Automation. Ouais, Et donc pour c'est pas automatiser les mal. tâches basiques, libérer de la valeur. Hem, Aujourd'hui, RBTX, donc chez Gus, nous, on croit beaucoup à la robotique accessible. Donc c'est pour ça qu'on a créé, cette fameuse plateforme multimarque. Donc là, il y a tous les noms que j'ai sortis tout à l'heure. Il y a aussi les noms des Chinois. Il y a tous les fabricants, il y a tout l'écosystème derrière. Les pinces de préhension, comme on dit, les ventouses, les pinces, il y a les caméras de Les caméras, vision, ouais. il y a tout. Les guidages, les Les 7e guidages axe. linéaires, 7e axe, les portiques, les deltas, les SCARA, il y a tout. Ça veut dire que quelqu'un, il vient sur la plateforme, il peut tout s'automatiser. Pour toi, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui peut aider l'industrie française, qu'on pousse ce genre d'idées, de voilà, automatiser, mais comme tu dis, avec toute marque, mais maintenant avec les avantages, inconvénients et aussi se fier par rapport au budget? Bah, en fait, c'est un vrai changement de mentalité, donc c'est bien. J'allais dire que globalement, hem, on parlait tout à l'heure des intégrateurs, par exemple, qui, sont un peu cahutés en ce moment et qui ont toujours moins de temps pour pouvoir aller, avancer, pour pouvoir aller faire les applications. En fait, là, pour l'instant, le boulot d'un intégrateur, c'est de savoir, effectivement, quel matériel il va pouvoir aller intégrer puis programmer pour faire une application. Hem, Si on veut globalement faire monter fortement, notre nombre de robots pour 10 000 employés, il faut que les intégrateurs soient performants, mais il faut aussi que la compétence, elle soit chez tous les ingénieurs qui sortent d'école Exactement. et qui arrivent aussi chez les industriels. Et donc, il y a une compétence théorique, il y a une compétence pratique, et puis il y a aussi les outils modernes pour faire en sorte que cette compétence se diffuse. Et du coup, bah, j'aime bien la plateforme RBTX parce que pour moi, c'est un vrai outil moderne qui peut permettre, en fait, de tester des configurations et surtout de voir quel est le vrai coût d'une configuration et ensuite de se dire: «OK, c'est abordable pour moi, ça va me résoudre une tâche simple», comme ce que tu disais, low cost automation, ça va aller me résoudre une tâche simple, mais ça m'enlève une épine dans le pied et du coup, je peux aller ensuite, en confiance, passer à des automatisations et de robotisation qui vont être de plus en plus compliquées. Et du coup, ce passage de marche-là, il est hyper intéressant. Hem, Moi, j'ai commencé, ma vie de jeune ingénieur. On avait une petite plateforme chez, Festo, OK. qui permettait de, bien choisir ses petites ventouses, pour mettre au bout de son robot KUKA, parce que j'étais à Ouais, Munich, donc c'était robot KUKA. Hem Et déjà là, c'était, la révolution, parce que tu avais plus à lire des dizaines et bien des sûr. dizaines d'ABAC, l'intelligence avait été déportée dans le petit logiciel. Ah, très bien. Bon, le logiciel, il était monotache, hein, il Ouais, t'aidait à choisir ta ventouse pour ton robot KUKA. point. Point, c'est tout. Mais déjà, c'était la Bah, bien sûr. révolution, c'était il y a 20 ans. Ouais, ouais. Donc en fait, moi, la question que je me pose, c'est: je suis surprise qu'il n'y ait pas eu d'autres plateformes, en fait, qui sortent plus tôt. Et donc je suis ravie que RBTX soit là. Merci. Voilà. Je l'avais présenté, lors d'un webinaire à des industriels du textile l'année dernière, et donc justement avec pas mal d'applications D'accord. différentes. Et donc j'avais été surprise de voir qu'il y avait même de la robotique mobile, Ah oui, il y a tout, et les AMR et choses comme ça, ouais. exactement. On a même développé nos Ouais. propres AMR là maintenant. Des D'accord. palettes movers, ça veut dire que même les transpalettes, full automatisées avec l'IA aussi dedans, quand on a développé quand même pas mal de choses, on continue. Et je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire aussi, les ingénieurs, les futurs ingénieurs. Heu, Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on parle, avec certaines écoles en France, pas assez, à mon goût, Ouais. pas assez. Parce que si je C'est prends très fragmenté comme ouais, parce paysage. que si je regarde par exemple nos collègues qui sont en Allemagne, Mmh. heu, ils ont vendé notre marque à nous, sur le robot 6 axes, c'est le Rebelle. Donc c'est vraiment le robot le plus accessible, du marché, à moins de 6 000 €. Mais c'est vrai que pour les écoles, Mmh. il y a quand même une notion de budget pour les écoles, et pour, commencer la robotique, mettre
80 100 000 euros pour des étudiants à faire de la robotique, c'est bien. Ce Mmh sont mh. les l'école qui ont le budget, mais c'est quand même coûteux pour apprendre. Et c'est vrai qu'en Allemagne, eux, et en Italie, on vend énormément de rebelles, pas assez en France. Et c'est vrai que quand je vais dans les écoles, on en a parlé tout à l'heure, il y a pas assez de robots assez low cost pour commencer la robotique. Donc en fait, finalement, ça reste un peu de la théorie ou alors, en des cas pratiques, quand on vient, chez des fabricants ou quand on vient chez Proxinov pour apprendre, mais, il y a pas encore assez de robots, je trouve, dans les écoles. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on mette nous en place, pousser la robotique, comme tu dis, chez les étudiants. Parce que nous, aujourd'hui, Egus, on a été connus parce que depuis de nombreuses années, on a attaqué les écoles, les ingénieurs avec nos solutions. Parce que, par exemple, les futurs ingénieurs de l'automobile sortent de telle école, telle école, telle école. Donc, pour prendre ces marchés-là, on est allé dans ces écoles-là pour présenter nos solutions. Ah, Mais pas mal. mais il faut qu'on fasse ça maintenant pour la robotique parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit beaucoup plus actif là-dessus. Mmh. L'humain. Je te rejoins. Bah, tu as beaucoup d'écoles qui ont investi dans des petits robots type, pour faire les compétitions Lego et Ouais. cetera, mais c'est pas la même chose en fait de s'entraîner à programmer, par bloc un petit robot pour qu'il suive une ligne et Et la vraie comprendre la programmation. mécanique aussi d'un robot Exactement. industriel et ce qu'il va pouvoir faire et ce qu'il va pas pouvoir faire aussi. Et du coup, c'est important de pouvoir s'entraîner sur un robot qui ressemble le plus possible à un robot industriel, voire même qui soit issu de l'environnement industriel. Donc effectivement, Et même, il y a moi, je me suis toujours dit ça quand j'ai vu, notre produit, le Rebelle. Le Rebelle, en fait, c'est plein d'éléments qui s'appellent le Rebelle aussi. C'est les articulations qui s'appellent Rebelle. Donc nous, ça fait le Rebelle en général. Mais aujourd'hui, une classe peut acheter les morceaux de Rebelle pour fabriquer leur propre robot, avec leur propre trop design, bien. tu vois? Donc et c'est vrai J'adore. qu'aujourd'hui, il y a personne encore qui se dit: «Tiens, je vais lancer un fabricant de robots, je vais commencer avec Rebelle et pourquoi pas développer, notre propre robot?» Ouais. parce qu'à partir du moment où tu achètes un produit, tu le démontes. Fais ta compétition de robots. Ouais, on l'a pas fait ça Ben encore. oui. Ouais, on l'a pas encore fait. Fanuc est aussi très connu parce qu'ils ont leurs Ils olympiades, sont archi forts. et Les ouais, olympiades, c'est Fanuc, super, c'est c'est trop bien, c'est ça. c'est masterclass. Ouais, Voilà, c'est mais magnifique ce qu'ils font, ouais, magnifique. Ouais. Mais mais ça, c'est des du choses, coup, toi, tu peux viser, le lycée ouais, et faire la Rebelle Competition. En plus avec ça un nom pareil, ça c'est un ça hit, peut être, quoi. Ouais. ça peut être une idée. Nous, en Allemagne, il y avait, donc, notre responsable Airbus, il avait ça, appelé la Revolution. C'est genre la révolution, le Revolution. Bah, bonne idée Ouais. à regarder. Voilà, attention parce que tu as un grand nom de la robotique française qui lui a fait la Robolution. La révolution? La Ah, la Robolution, Bruno révolution. Bonnel, ouais. OK. Mmh mh. Faut voir, faut qu'on regarde, faut qu'on fasse un benchmarking des noms. Hem, dans l'humain au centre, j'ai noté donc comment fait-on pour que le robot soit perçu comme un allié, comme on a parlé tout à l'heure, donc moins de pénibilité et non comme une menace par l'équipe sur le terrain? C'est notre quotidien à nous. C'est un grand sujet en fait, on a plein d'anecdotes de projets, de robotisation qui se sont mal passés et ensuite on nous appelle et en fait, le point commun du projet qui se passe mal, c'est on a impliqué personne sur le terrain, on les a pas consultés et même parfois, très drôle, «Ah ben, on a consulté, machin et machine parce qu'ils étaient sur l'équipe de jour et du coup avec l'équipe de jour là avec toi ça se passe bien mais on a oublié l'équipe de nuit et du coup, tous les incidents machine arrivent la nuit, c'est bizarre». Voilà et donc en fait, impliquer le terrain, faire en sorte que projet de robotisation, ce soit pas juste: «Tiens, allez, on te met un nouvel outil dans la main, tu es obligé de travailler avec, tu as pas compris pourquoi». Tu peux avoir peur d'être remplacé, personne ne t'a formé donc en fait, notre cerveau en tant qu'humain est fait pour ne pas aimer le changement et même être mais réfractaire au changement. C'est notre biologie. Mais c'est ce On qu'on peut dit pas à lutter chaque contre. séminaire, on le dit, C'est l'être ça. humain n'aime pas le changement. Exactement. Mais on peut pas lutter contre notre biologie, c'est voilà, Ou c'est alors il un faut fait. 30 jours de routine. Oui, mais du coup ça s'appelle un accompagnement au changement. C'est ça. Mais dans l'industrie, tu peux pas attendre 30 jours que ça se passe bien, c'est mort. Donc pour ça, il faut faire avec. Donc nous les industriels qu'on accompagne, on a en fait, pas mal d'étapes et de procédures qui sont spécifiques pour faire en sorte que les gens du terrain se sentent écoutés, que les idées puissent venir d'eux et pas que du management ou de nous. Mais aussi on les emmène en fait, dans notre usine pilote donc qui est, tu 1 000 à La Roche-sur-Yon et puis 200 au Havre et on les emmène manipuler les robots. Magnifique. On les C'est ça emmène qu'il faut. programmer et sur toutes les marques de robots qu'on a dans l'usine pilote. Donc quand on avait le Rebelle, chez nous, ben, ils venaient tester aussi la programmation du Rebelle et cetera
Et et donc en fait, tous les réfractaires, ensuite, tu les tournes en, personnes positives. Ils ont vu ce que c'est un robot, ils ont vu ce que ça fait, ils ont vu ce que ça ne fait pas aussi. Et donc ça, c'est important aussi qu'ils puissent comprendre les points positifs, mais aussi les limites de ce nouvel outil et de ce nouveau collègue. Et puis après, en général, quand ça se passe bien, ensuite, quand ils reçoivent leur premier robot en tant que collègue, ils lui donnent un petit nom. Voilà. Et donc c'est très drôle parce que de temps en temps, on a des nouvelles ensuite, des personnes qu'on a accompagnées, D'accord. sur le projet et qui nous disent 2 ans après, «Oh bah Marty, il continue à fonctionner, c'est super!» Parti. Très bien. Voilà. Et OK. donc j'ai visité un de nos clients historiques, la semaine dernière. OK. Et donc ben, Marty était toujours en fonctionnement et depuis ils ont, Marty 2, Marty 3 et Marty 4. Très bien. De Voilà. toute façon, c'est ce qu'on dit, c'est comme les tatouages, hein. Tu commences avec un normalement et c'est J'avais jamais fait le parallèle. moi, c'est ce que je J'adore. dis à chaque fois, tu commences avec un, et 2, 3, 4, mais c'est le Mmh. premier. C'est le Mais premier, oui. c'est le lancement. Ouais, bah, le premier c'est le plus dur parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut que tu, ranges ton atelier, que tu mettes un peu de ligne, il faut que tu processes un petit peu. Il faut que tu te poses la question aussi de: «Qu'est-ce que je vais robotiser?» Mmh mh. Il faut que tu fasses un choix. Et donc ça, c'est pareil, c'est comme le changement. L'humain, on est biologiquement pas fait pour faire des choix. Ouais. Donc faire ce choix-là, être accompagné, investir, avoir peur que ça se passe mal, voir ensuite que Ouais, ça se passe l'inconnu. bien. Tout cet inconnu-là, en fait, ça met du temps. Et ensuite, c'est pour ça qu'il faut pas se planter sur une première Et robotisation. c'est pour ça que vous êtes accompagné. Exactement, parce que si tu te plantes sur ta première robotisation, C'est fini, c'est fini. Tu fais plus du tout confiance, c'est ça. à la Et puis technologie, tous les opérateurs ensuite, ils vont aller bouger, ils vont aller chez des concurrents, chez des voisins, et cetera. Et puis ils vont continuer à diffuser ce côté de: «Non mais de toute façon la robotique ça marche pas». de toute façon, Donc ça, on se la mauvaise bat. pub marche plus vite Ah que la ouais, bonne tout à pub, hein. fait. Parce que l'intégrateur de robot qui a bien fonctionné, il va pas en parler, il va voir, son ROI, cartonner et il va pas faire de bruit. Par contre, la personne qui a raté, il va en parler, parler, parler et là, tu as la mauvaise image Et de puis en la plus on est robotique. français donc on râle quoi, donc voilà. Tu l'as dit. Donc voilà, c'est, impliquer les opérateurs, impliquer les gens du terrain. Il faut pas que la robotique, en fait, ça soit, le projet d'un chef de projet qui est là pour, 6 mois de stage. Ouais. Voilà, il faut vraiment pas que ça soit Il ça. faut qu'il y ait une vision. Il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait une ambition, il faut que ça soit aligné avec les objectifs de l'entreprise. Il faut pas juste que ce soit un petit side project à Bien côté. sûr, Si c'est pas aligné avec les objectifs de l'entreprise, ça sera pas pérenne. Et surtout, mais la base de la base, tu les gens du terrain. bien sûr. Très bien. On va faire la vision, transition, donc le rôle de l'opérateur, finalement, comment faire pour que le robot soit vu comme un allié et par les équipes et non comme un remplaçant. On vient d'en parler. À quoi ressemblera une usine française dans 10 ans, après toi? Waouh! Dans 10 ans, ah quand même. Dans 10 ans, c'est demain, en Ouais, fait. ouais, ouais, c'est clair. Dans 10 ans, ça dépend des usines aussi, mais dans 10 ans, on commencera, je pense, à avoir des premiers humanoïdes par Vandercraft produits, sur les sites de production Renault, aller faire des opérations, éloignés un petit peu du reste parce que, les sujets de sécurité, maintenabilité, d'énergie sont, pour l'instant, loin d'être résolus. Donc un peu à part, sur des tâches hyper répétitives que plus personne ne veut faire. Manutention de charges très lourdes, ce genre de choses. Hem, Beaucoup plus de robots cobots. Mmh. Moi, j'aime pas trop dire collaboratifs parce Ouais, qu'en ouais, vrai, ils non. sont pas Non, non, non. collaboratifs, ils sont plutôt coopératifs. Mmh. Beaucoup plus de cobots, pour des sujets d'emprise au sol. Voilà, ça prend moins de place, c'est moins énergivore, et cetera. Quelques et pas mal de robots cartésiens, parce que je pense qu'on a sous-estimé le robot Bien cartésien, sûr. et que, pour, plein d'opérations, en fait, c'est un form factor hyper intéressant. Pour Voilà, du collage, des pour choses comme ça et tout, c'est exactement, incroyable, tout à hein, fait, ouais. tout à fait. Donc une plus grande variété de robots, Et est-ce mieux pensés et est-ce qu'on aussi et aura beaucoup de robots mobiles est-ce qu'on sur du aura flux. une dark factory en France, d'après toi? Je pense qu'on en aura, mais que ça sera pas majoritaire. On en aura quelques-unes, mais Mais on en aura. sur du greenfield, peut-être OK. une ou 2. Parce que en fait, plus personne ne veut travailler sur certains types d'emplois. Et donc à un moment donné, on va devoir y aller. Est-ce que Mais, tu peux expliquer ce qu'est une dark factory? Parce qu'il y en a qui nous écoutent, ils savent pas ce que c'est. eh bien, c'est une usine Mmh mh. sans aucun opérateur humain. Mmh. Et du coup, comme on enlève l'humain,
mais on n'est pas obligé de mettre des conditions de travail pour les machines qui soient similaires à un humain. Donc il y a pas besoin d'éclairage, il y a pas besoin de chauffage ou de climatisation. Donc ça coupe des coûts quand même assez importants. Par contre, nos sites actuels en France ne Ils sont sont pas pas du non, ils tout sont pas faits conçus pour pour ça. ça. Donc c'est pour ça que je disais, c'est Greenfield. vraiment pour du greenfield. En France, on a des sites qui sont vieillissants, on a beaucoup de brownfield. C'est aussi pour ça, on a oublié d'en parler, mais c'est aussi pour ça que la robotique, c'est compliqué, parce Oui. qu'on a beaucoup de sites qui sont C'est déjà ça. très vieillissants. Et parfois, quand je vois juste le sol de certaines usines, je me dis: «Mais Faut tout il y refaire a là. pas de robot mobile qui passe là?» Non, Ou alors, je sais pas, on lui met des gros pneus, mais comme les gros VTT avec les c'est gros ça, boudins. exactement, puis avec des gros amortisseurs. Hem, mais mais pour ça, pour qu'on ait ça, il faut qu'on ait une trajectoire, industrielle qui soit claire. Il faut qu'on ait une vision à plus de 10 ans. Parce que si on veut que ça arrive dans 10 ans, ça veut dire qu'il faut une vision à 20 ou 30 ans. Donc en fait, il faut qu'on ait une politique industrielle qui dure 30 ans. Vision, Voilà. donc C'est ça. Donc c'est ça qui est compliqué, je pense. c'est ça qui est hyper compliqué. Et ma question, c'est est-ce qu'il faut qu'on ait une politique industrielle française qui dure 30 ans? Ou est-ce qu'il faut qu'on ait une politique industrielle européenne qui dure 30 ans? Parce qu'en France, on est un petit pays avec un petit marché intérieur. Et si on se dit qu'à un moment donné, il faut qu'on rivalise avec la Chine, les États-Unis, l'Inde, Mais là, le il faut qu'on élargisse un peu nos frontières. ouais, après là, c'est mon opinion personnelle. Ça, je vais parler de personnel. Moi, je suis un fervent défenseur du made in France et la souveraineté française, même si je suis dans l'Europe, mais je vois qu'on joue pas avec les mêmes règles, même si on est au sein de l'Europe. Donc, on le problème, c'est que nous, le Français, on aime trop bien faire, on aime trop suivre les règles. On veut l'industrie européenne, mais il y aura que nous qui jouerons, dans cette cour-là. Parce que si je prends les Germains, je les connais, Igus, c'est une boîte allemande, ils sont très protectionnistes et ils vont jouer d'abord eux, après l'Europe. Les Italiens, c'est la même chose. Les Espagnols, ils ont changé leur mindset depuis 6-7 ans. Ils sont en pleine croissance parce qu'ils pensent plus forcément Europe, ils pensent Espagne. Donc nous, j'ai l'impression qu'on essaye de se rattraper au lieu de dire non, d'abord on va penser à nous et après on va penser à l'Europe. Et moi je pense plutôt d'abord se focaliser en France, comment on peut s'améliorer, comment on peut, on va dire, augmenter notre souveraineté industrielle, à nous de trouver les solutions, arrêtons de demander, aux alentours parce qu'ils vont juste nous donner des simples conseils, mais eux, ils vont d'abord jouer avec leurs propres cartes. Donc ça, c'est mon opinion personnelle, mais oui, Europe, mais pas tout de suite. Je pense d'abord qu'il faut qu'on Oui, regarde, la vision française, comment changer les choses et comme tu dis, il faut les, avoir une les deux vision sont longue. pas incompatibles. Les 2 sont pas incompatibles, mais je pense qu'il faut pas faire, 70 Europe, 30 France. D'abord, je pense que c'est 70 France, 30 Europe. Mais je prends le cas de l'agriculture, c'est la même chose. On pense Europe, mais on joue pas du tout sur les mêmes cartes. Donc la robotique, ça va être la même, l'industrie, ça va être la même. Et je sais que quand j'en parle avec un Gilles Attaf ou Sébastien Gillet, qui sont un peu comme moi, où il faut pousser le made in France d'abord, parce qu'on a toutes les cartes, en main. Et comme tu dis, il faut juste maintenant placer les pions, petit à petit. Mais je pense que moi, je trouve, on a cette lancée-là et Sébastien Gillet, je trouve qu'il fait un travail monumental avec les salons industriels qui ont pris une ampleur, de fou, où maintenant il y a même des politiciens qui viennent. Avant, ils venaient pas, hein. Moi, je me rappelle un jour, Sébastien Gillet, il gueulait sur la scène en disant: aucune personne Ouais. n'est mais aucune Ouais, ils ont personnalité fait un gros politique, travail ne là-dessus. venait». Ouais. Donc aujourd'hui, ça on commence à venir, on commence à se dire l'industrie, c'est quand même un gros nerf de la guerre pour la France, au-delà de l'agriculture. Donc faut continuer là-dessus. Message aux jeunes, qu'est-ce que tu dirais à un jeune, pour, heu, pour l'industrie robotique et qui hésiterait à se lancer dedans? Parce que je pense qu'il faut aussi qu'on ait des roboticiens, des ingénieurs à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dirais quelqu'un justement, tu t'es un peu planté dans ton Parcoursup. Qu'est-ce que tu Ouais. dirais, Moi, je me suis plantée parce que tous mes profs me disaient: «Mais tu vas voir, tu iras en cabinet de conseil, ce sera trop bien». Parce que moi, je voulais être ingénieur, j'ai été biberonnée à Jules Verne. Ils me disaient: «C'est bien d'être ingénieur, mais dans l'industrie, c'est sale, c'est moche». Donc et on continue à entendre ça, hein. Enfin, on sonde tous les jeunes qui viennent chez nous: «Mais qu'est-ce que vous voulez faire plus tard?» «C'était vachement bien Proxinov, mais mes parents, ils veulent que je fasse avocat». Oui, c'est bien, c'est une noble profession, avocat. C'est très bien. Mais des fois, j'ai envie de dire, arrêtez d'écouter vos profs. Parce que déjà, les professeurs sont les premiers prescripteurs sur l'orientation et ensuite, c'est les parents. Arrêtez d'écouter vos profs. Heu, L'industrie, c'est pas comme les clichés d'il y a 40 ans.
Ça a énormément évolué. Bien sûr. Allez vous rendre compte par vous-même. Il y a plein de super visites de sites industriels partout. Pouvez, quand vous êtes, en vacances, sur la façade atlantique, venez visiter les chantiers de l'Atlantique, venez visiter Airbus, c'est incroyable. Ouais, en plus, Moi, j'emmène ouais, tout le monde au chantier, c'est, une visite, mémorable. bien sûr. Ça donne envie d'industrie et pas juste parce que mon grand-père était soudeur là-bas. D'accord. Hem, Écoutez pas vos parents, écoutez pas vos profs. Faites-vous votre propre opinion. Allez voir les vidéos sur YouTube. Il y a plein de youtubeurs qui ont été, sur des sites industriels et qui du coup, eux-mêmes sont surpris, en fait. Bien sûr. Et puis, allez, soyez curieux, en fait. L'industrie, c'est, un milieu incroyable quand on est curieux, quand on a envie de changer les choses. C'est un monde qui évolue très vite et c'est un monde qui est à la mesure, je pense, des ambitions des jeunes. Ouais. C'est sexy Ouais, l'industrie. mais c'est sexy et il y a quelque chose où on n'en parle pas, mais c'est le nerf de la guerre, c'est que Puis les ça paye parents bien comment? et ça paye bien. Et c'est ça. Ouais. C'est que les parents, en fait, entre guillemets, «ancienne génération», pensent industrie, ils voient, comme tu dis, le monteur à l'époque, le gars de la maintenance. Il en faut, mais il y a l'industrie, qui Mais pousse même et un possède. bon mainteneur, Ils touchent et ben oui, ça touche de l'argent. c'est ça. Donc, ils ont cette idée, on va pas toucher de l'argent, un avocat touche mieux. Mais il y a des personnes dans l'industrie qui touchent mieux qu'un avocat. Donc les gens ne se rendent pas compte que dans l'industrie, ça paye. Mmh. Donc, je pense Carrément, ça aussi, je pense que c'est un mindset qu'il faut changer aussi en France, c'est ça. qu'on Et déserte un puis, peu trop ce secteur-là. ouais et puis c'est un super terrain de jeu parce qu'avant, on disait: «Non mais, lui il est pas bon à l'école, bon il va faire un CAP puis après il ira à la maintenance» et en fait, mais les gens les plus importants sur un site industriel, c'est ton équipe maintenance. Les gens de la maintenance, il y en a même qui voyagent. Mais oui, Ils commencent en France, carrément. ils vont aller, aux États-Unis parce qu'il y a un grand site, et vu qu'il a fait son expérience en France, il peut aller aux États-Unis. Enfin, n'importe où. J'ai fait de la maintenance, j'ai fait un BEP maintenance des systèmes mécaniques automatisés et un bac pro maintenance. Trop Donc bien. la maintenance, ça ouvre des portes Mais dans oui, tous les sens parce que moi, j'avais le côté technique. Après, j'ai basculé sur la partie, commerciale, ingénieur technico-commercial. J'allie la technique et le commercial. C'est l'industrie c'est trop bien. et c'est incroyable. Et du coup, c'est un super terrain de jeu. Ah, c'est un super terrain de jeu et comme tu dis, ça ouvre les portes mondialement. Alors que tu es avocat, OK, tu peux être avocat en France, tu peux être avocat à truc, mais ça t'ouvre moins de portes. Alors que l'industrie, ça t'ouvre beaucoup plus de portes. Mais bon, OK, on a balayé tous les sujets que je voulais voir avec toi. Je voulais aborder la robotique, je voulais aborder, Proxinov pour que les gens qui nous écoutent, qui ont des sociétés, comment ils puissent automatiser, leur production. Je pense que ça va aider, aussi, pas mal de personnes. Merci à toi d'être venu. Merci à toi d'avoir Merci pour pu échanger. l'invitation. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure ce podcast? Eh bien, venez nous voir. Oui. Voilà, venez nous voir. Vous êtes situé où? On est situé à La Roche-sur-Yon et au Havre. Et au Havre. Voilà. Nos portes sont ouvertes. Il y a déjà des On est portes là ouvertes ou pour pas? ça. C'est tous les jours, en Tous les fait. jours, toi C'est tous c'est les jours. open open Exactement. door. Non, on reçoit 1500 personnes par an chez nous, donc voilà. C'est peut-être pas autant que vous, Ah non, non, c'est tu as plus. mais Non, ouais non, tu as plus. et ça, c'est hors événement. Sur les D'accord. événements, tu rajoutes 2004. Par événement? Non, 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 Ah oui. en tout sur l'année. Ah oui. Non, 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 Ah non, oui, non, je me non, suis je dit: suis «Ah pas c'est» dimensionnée pour recevoir 2 400 personnes. Non, la semaine dernière, on avait Full Robotics, on était 400 ah en bien. tout. Donc c'est déjà, c'était Ah ouais, bien. c'est très bien. Voilà, je compte avec nos chers exposants, mais c'était 300 visiteurs. Donc déjà, c'était pas mal, venus de toute la France. Donc mais venez, contactez-nous, on est, ouverts, on a du café, du sourire, et en général, les réponses aux questions. Super. Voilà. Eh bien merci Et Jade. c'est ça. Merci à Merci, toi d'être venue. merci beaucoup à toi. Au revoir. À bientôt. Un immense merci à Jade Lemaître pour son retour d'expérience. Vous pouvez suivre toutes les actualités de Proxinov sur leur lien LinkedIn, sur leur site internet et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Une voix dans l'industrie.